Ben oui, merci pour l'invite, merci à tous et toutes. Je suis donc Aline Frey, je suis maîtresse de conférence à l'INSPE d'Aix-Marseille, donc je forme les futurs profs et instituts à la psycho des apprentissages et je travaille au LNC, laboratoire de neurosciences cognitives à Marseille toujours, où j'étudie notamment les effets de la pratique musicale et du chant choral chez les enfants sur les habiletés cognitives et langagières. Donc je vais vous parler de ça un petit peu aujourd'hui et mon collègue Jérémy Dana interviendra pour clôturer cette présentation. Il intervient début mai, je crois, il travaille sur l'écriture, il interviendra début mai dans le cadre de Pégase aussi, mais donc du coup vous aurez droit à un petit avant-première, un petit teasing en fin de présentation. Donc je vais vous parler aujourd'hui de l'impact de la musique et du chant sur les fonctions cognitives et langagières chez les enfants. Et donc évidemment, quand on s'intéresse à ces questions-là, la première chose qu'on allait faire, c'est de regarder les musiciens. Donc je vous propose en petite guise d'introduction de regarder cette petite séquence musicale et puis vous réfléchirez, puis vous me direz si vous pensez pouvoir bouger les mains aussi vite que cette harpiste. Ok, donc comme vous avez pu le voir sur cette petite vidéo, la pratique musicale donc, nécessite de mettre en jeu un certain nombre d'habiletés motrices très spécifiques qu'il faut coordonner en même temps. Il faut notamment lire une partition, même si tous les musiciens n'ont pas besoin de lire une partition, mais dans la majorité des cas, c'est le cas. Et donc cette partition, c'est un ensemble un code abstrait qu'il va falloir traduire par un certain nombre de gestes moteurs des mains principalement. Souvent, les mains font des choses différentes, donc il faut coordonner cette activité motrice. On ne l'a pas vu dans la vidéo, mais dans certains instruments, il faut rajouter les pieds aussi. Donc il faut avoir ensuite en direct un feedback sur ce qu'on est en train de produire. Est-ce que je joue assez fort? Est-ce que je fais des fausses notes? Donc il y a une certaine coordination auditive et motrice en même temps. Et donc ça nécessite donc un certain nombre d'habiletés rythmiques, gestuelles. Ça nécessite aussi des processus de mémorisation, puisque la plupart des musiciens instrumentistes donc, jouent par cœur leur partition. Et du coup, cette activité musicale spécifique va engendrer un certain nombre de conséquences au niveau du comportement et des habiletés des musiciens. On a pu observer par exemple évidemment que les musiciens sont beaucoup plus précis pour reproduire des petites séquences rythmiques. On sait aussi assez logiquement qu'ils sont meilleurs pour traiter les paramètres acoustiques des sons. On sait aussi par exemple, on l'a montré chez les chefs d'orchestre, qu'ils ont des meilleures capacités de localisation de l'origine spatiale des sons. Et puis, vous devez savoir aussi que maintenant, on dispose d'un certain nombre d'outils qui nous permettent donc de mesurer l'activité du cerveau en fonctionnement ou de le prendre en photo, son anatomie. Et donc, on a pu observer le cerveau des musiciens. Et on a pu constater que le cerveau des musiciens, il s'est très largement modifié avec cette pratique musicale. J'espère que tout le monde est à peu près au clair avec cette notion de plasticité cérébrale. Vous devez savoir que le cerveau est le siège des apprentissages et que
tout au long de la vie, il crée de nouveaux neurones et surtout il crée des nouvelles connexions entre ces neurones qui vont se faire, se défaire en fonction des apprentissages. Donc on dit que le cerveau est un organe très malléable et on sait par ailleurs que, Dieu merci, cette plasticité elle a lieu tout au long de la vie. On peut apprendre à conduire à 18 ans ou à jouer du piano à 40, mais malgré tout on sait qu'il y a une période chez le jeune enfant où le cerveau est bien plus plastique. Or, très souvent, l'apprentissage de la musique intervient assez tôt dans la vie, à cette période de grande plasticité cérébrale. Et donc, du coup, il y a un certain nombre d'études qui se sont intéressées à l'anatomie du cerveau des musiciens en comparaison avec celui des non-musiciens. Et on a pu montrer, par exemple, que les régions du cortex moteur, donc le cortex moteur, c'est les régions qui sont responsables de la création des mouvements, elles sont plus développées chez les pianistes professionnels, par exemple. Chez notre collègue Sophie, on ne l'a pas mis dans l'IRM, mais je suis à peu près sûre qu'elle a aussi des régions motrices plus développées. Alors je ne vais pas détailler aujourd'hui toutes les régions qui sont modifiées par la pratique instrumentale, mais évidemment, par exemple, il y a les régions impliquées dans le traitement des informations auditives, le gyrus de Heschel, le planum temporal, le corps calleux aussi. On sait que le corps calleux, c'est une substance, c'est des fibres entre les deux hémisphères, et on a montré qu'elle est plus développée chez les musiciens. Parce que, comme je l'ai dit en introduction, la pratique musicale nécessite souvent une coordination bimanuelle très précise et donc beaucoup de connexions entre interhémisphériques, ce qui augmente le volume de cette région qui connecte les deux hémisphères. Le cervelet des musiciens est aussi plus... je continue, vas-y. Est aussi plus développé chez les musiciens. Le cervelet, on sait que c'est un organe qui coordonne le rythme particulièrement. Ok, donc on a pu observer et conclure d'un certain nombre d'années d'observation du cerveau des musiciens que donc, la pratique musicale va modifier un grand nombre de régions cérébrales. Et puis, ce qu'on a pu montrer aussi, c'est qu'il n'existe pas de région cérébrale spécifiquement dédiée au traitement de la musique. Ça a été un grand débat dans la littérature pendant des années. Peut-être vous avez déjà entendu parler de la bosse des maths. On pensait initialement qu'il y avait des régions qui étaient cérébrales, qui étaient très spécifiquement engagées dans le traitement de telle ou telle fonction. Maintenant, on sait que ce n'est plus le cas, les choses ne sont pas aussi simples et on sait que l'organisation du cerveau repose sur des réseaux beaucoup plus distribués. Et en tout cas, l'idée, c'est que si on a vu que la pratique et l'écoute musicale va augmenter un petit peu, booster le fonctionnement de certaines zones cérébrales et qu'en plus ces zones cérébrales, elles ne sont pas spécifiques au traitement de l'activité musicale, alors dans quelle mesure cette pratique musicale, elle devrait indirectement faciliter, booster le traitement d'autres informations et notamment les informations langagières. C'est ce qu'on appelle les effets de transfert et c'est ce qui m'intéresse dans mes recherches. Je m'intéresse à savoir dans quelle mesure la pratique musicale peut indirectement améliorer d'autres habiletés et faciliter le traitement, notamment du langage. Pourquoi le langage ? Parce qu'on sait par ailleurs que la musique et le langage sont assez proches. Ce sont des signaux auditifs, tous les deux, qui reposent sur des paramètres communs, la hauteur, l'intensité, le timbre, etc. Et puis, on a pu montrer aussi que le traitement de la musique et du langage repose sur des bases cérébrales en partie partagées. Je vous ai illustré sur cette diapo, à titre d'exemple, 2 photos d'un hémisphère gauche. La photo de gauche, elle est tirée d'une méta-analyse. Une méta-analyse, c'est un papier où on va extraire, s'intéresser aux résultats de tout un tas d'études. Là, c'est 200 études qui sont intéressées au fonctionnement du cerveau qui traitent des informations langagières. Donc je ne sais plus exactement, je crois que les points bleus, c'est le traitement de la prosodie, en vert la syntaxe, en rouge la sémantique, peu importe. Et à droite, vous avez une étude d'une méta-analyse aussi qui s'intéresse cette fois à l'activation du cerveau lors du traitement de la musique. Donc c'est très schématique, mais vous voyez que les régions cérébrales qui traitent la musique et le langage sont en partie partagées. Et donc voilà, j'espère que vous voyez un petit peu l'idée, à savoir
puisque musique et langage ont des propriétés communes et leur traitement repose sur des bases cérébrales communes, et puisqu'on a vu en introduction que la pratique musicale allait booster le fonctionnement de ces zones cérébrales, dans quelle mesure ça allait aussi booster le traitement des informations langagières. Encore une fois, on a une partie de la réponse en allant regarder les habiletés, les compétences des musiciens dans le traitement de ces informations langagières. Et il y a beaucoup d'études là-dessus aussi qui ont montré notamment que les musiciens ont des meilleures habiletés, capacités au traitement de la prosodie. La prosodie, je pense que vous devez savoir ce que c'est. La prosodie, c'est justement ce qu'il y a de chanté dans la langue, ce sont le rythme, les intonations, les aspects un peu mélodiques du langage. On sait par ailleurs que ces aspects prosodiques sont très importants chez le jeune enfant qui doit apprendre sa langue maternelle. On a pu montrer aussi que les musiciens sont meilleurs dans des tâches et de conscience phonologique. Là aussi, je pense que vous devez savoir ce que c'est. La conscience phono, c'est justement la capacité à percevoir, manipuler, découper les unités sonores du langage, les syllabes, les phonèmes, des tâches de rime, etc. Et on sait aussi que voilà, ces habiletés en conscience phono sont très prédictrices des habiletés en lecture par la suite. Nos musiciens sont aussi meilleurs dans l'apprentissage d'une seconde langue, notamment des langues à ton. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, les langues à ton. C'est des langues comme le mandarin, le chinois, enfin des langues dans lesquelles la hauteur à laquelle on prononce le mot va faire changer le sens qu'on lui donne. Donc c'est des langues dans lesquelles les variations de hauteur sont très importantes et on a pu montrer que les musiciens sont meilleurs pour apprendre ces nouvelles langues. Par ailleurs, ils sont aussi meilleurs dans des capacités de perception de la parole dans le bruit. Vous savez qu'on évolue dans des environnements plutôt souvent bruités et il faut être capable le cerveau est capable de manière assez automatique vous recevez tout un tas d'informations auditives, vous êtes capable de savoir qu'est-ce qui vient de ce que je raconte par rapport au bruit du vidéoprojecteur, etc. Il faut couper les flux et les mettre ensemble pour reconstruire l'environnement sonore dans lequel j'évolue. Or, on sait que ces capacités de perception de la parole dans le bruit, elles diminuent avec le vieillissement. Et il a été montré qu'elles sont un petit peu plus préservées chez les musiciens vieillissants. D'accord ? Je fais un petit peu le lien toujours avec la classe, parce que vous devez savoir aussi que les environnements, les classes sont souvent des milieux assez bruyants, pour dire les choses softement. Et donc on voit un peu l'intérêt de ces capacités de perception de la parole dans le bruit en milieu scolaire. Donc pour résumer, oui, autre chose aussi, on a pu mesurer les habiletés des musiciens sur des compétences cognitives plus générales. On sait qu'ils ont une meilleure mémoire verbale quand il s'agit par exemple d'apprendre des listes de mots, ou plus généralement l'instruction musicale est corrélée positivement avec les tests d'intelligence et de QI. Et donc du coup, on a pu observer en regardant les habiletés et le cerveau des musiciens que la pratique musicale a engendré un certain nombre de changements et que ces changements se sont répercutés sur d'autres habiletés, notamment langagières. Seulement, il faut juste avoir en tête, et c'est important, que la plupart des études que je viens de vous présenter, ce sont des études qui, à un moment donné, observent juste une corrélation, d'accord, entre on prend un groupe de musiciens qu'on compare avec un groupe de non-musiciens et on va comparer le volume de telle ou telle région ou les habiletés langagières entre les deux groupes, d'accord ? Mais il faut avoir en tête que la corrélation ne veut pas dire la causalité. J'aime bien ce petit exemple, il y a un site sur lequel il répertorie toutes les corrélations improbables, entre guillemets. Là, vous voyez qu'on a une très forte corrélation entre les gens qui se sont noyés dans une piscine et les films dans lesquels Nicolas Cage est apparu. Donc voilà, on sent bien qu'il n'y a pas nécessairement un lien de cause à effet, ou en tout cas, j'aimerais bien le connaître s'il y en a un. En tout cas, voilà, c'est important d'avoir ça en tête et de se dire que finalement,
ce que j'observe, les meilleures habiletés que j'observe chez mes musiciens, peut-être que c'est un peu le problème de la poule ou l'œuf, on ne sait pas bien si c'est vraiment la pratique musicale qui a engendré ces modifications cérébrales, ou bien s'ils avaient des prédispositions génétiques qui ont facilité leur pratique musicale, ou plus généralement, on sait aussi qu'il peut y avoir tout un tas de variables confondues. Sans faire dans le cliché, on sait que la pratique musicale nécessite du temps, de l'argent, d'être dans un milieu généralement en catégorie socio-professionnelle plus élevée, etc. Et peut-être que si mes musiciens sont un petit peu meilleurs en mémoire, en langage ou autre, c'est juste parce qu'ils viennent d'un milieu plus favorisé, on leur a lu plus d'histoires étant petits, etc. Donc en tout cas, il faut bien avoir en tête que la corrélation à un instant T ne veut pas forcément dire la causalité. Et du coup, le seul moyen de tester efficacement la causalité, si je veux être sûr, entre guillemets, de savoir que c'est bien ma pratique musicale qui va engendrer un certain nombre de changements au niveau cérébral, comportement, langagier, je fais ce qu'on appelle des études longitudinales. Des études longitudinales, qu'est-ce que c'est que ça? Tout simplement, on prend deux groupes d'enfants. Moi, je m'intéresse principalement aux enfants. Deux groupes d'enfants qui sont équivalents au départ. Donc, on s'arrange pour qu'ils aient le même âge, la même répartition filles-garçons, à peu près même catégorie socio-professionnelle, etc. Et puis, on va pré-tester ces enfants sur les compétences qui nous intéressent, principalement dans mon cas des compétences langagières ou cognitives, mnésiques, attentionnelles, etc. On va entraîner ensuite ces enfants soit à la musique d'un côté, soit à une autre activité tout aussi motivante, stimulante, au même rythme, typiquement du théâtre, de la peinture ou autre. Et puis on va retester ces mêmes habiletés après X semaines ou mois d'entraînement en faisant l'hypothèse que ceux qui ont suivi l'apprentissage musical devraient s'améliorer davantage sur les compétences qui m'intéressent, langagières spécifiquement, par rapport à ceux qui ont suivi l'autre entraînement ou pas d'entraînement. J'ouvre juste une petite parenthèse un peu méthodo aussi. J'ai mis pas d'entraînement ou entraînement contrôle. Maintenant, on ne fait quasiment plus d'études avec un groupe témoin qui ne fait rien, qui ne fait pas d'entraînement. Pourquoi? Parce que on sait que, et vous devez connaître peut-être ces effets-là, l'effet Pygmalion, l'effet Hawthorne, on sait que le simple fait finalement de s'intéresser à un groupe, à une population, peut avoir des effets motivationnels qui peuvent augmenter les résultats indépendamment finalement de ce que je leur fais faire. Le simple fait d'aller en classe, de dire hey, je suis une super chercheuse, je vais te faire faire de la musique, ça va être magique. Peut-être que si je leur faisais faire de la poterie ou n'importe quoi d'autre, enfin d'ailleurs peut-être qu'il y a des effets très bénéfiques à faire de la poterie, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas voilà, le simple fait d'engager des enfants dans une recherche peut engendrer des effets motivationnels. Et donc si je veux être sûr que vraiment les améliorations que j'observe sont bien liées à la pratique en question, il faut que je le compare à un autre groupe qui fait une autre pratique tout aussi motivante et stimulante. D'accord ? Donc une des premières études qui s'est intéressée à ces questions de manière longitudinale, c'est une étude d'un collègue, Sylvain Moreno, qui s'est intéressé donc à des enfants, c'est au Portugal. Et donc, ils ont mesuré donc deux groupes d'enfants équivalents au départ, qu'ils ont entraînés d'un côté à la musique, de l'autre côté à la peinture, et ils ont fait un certain nombre de tests avant et après. Donc typiquement, les enfants étaient entraînés à un travail sur le rythme, sur la mélodie, distinguer le timbre des instruments, pendant que leurs petits copains en peinture faisaient un travail avec une professionnelle sur la lumière, les textures, etc. Et puis donc les principaux résultats ont montré qu'il y avait une tâche qui était une tâche toute simple de lecture de mots, et notamment des mots irréguliers, comme le mot monsieur. Et vous pouvez voir donc sur le graphique de gauche, donc le groupe qui a participé à l'apprentissage musical, qu'il y a une diminution significative du nombre d'erreurs dans la lecture de ces mots par rapport à droite au groupe qui a suivi l'apprentissage, qui faisait la peinture. Et puis une autre tâche aussi, c'était une tâche de perception et discrimination auditive. On leur faisait écouter des petits extraits sonores, joyeux anniversaire par exemple, et puis la dernière note, soit elle était la note normale, soit elle était modifiée, donc augmentée d'un demi-ton,
qui est une augmentation assez perceptive, soit d'un 5e de ton, qui est une augmentation beaucoup plus fine et plus difficilement entendable, on va dire. Et puis ils avaient fait la même chose aussi dans le langage, donc des phrases dans lesquelles le dernier mot, on modifiait légèrement sa hauteur. Et donc la tâche de l'enfant était de décider si, est-ce qu'il entendait, est-ce que la dernière note ou le dernier mot, il était un peu bizarre, il était un peu différent. Et les résultats nous montrent que, donc comme vous pouvez le voir sur le graphique en haut à gauche, pour les faibles modifications de hauteur, donc les plus difficiles à discriminer, on peut voir que les enfants du groupe musique ont une amélioration significative, font moins d'erreurs par rapport à ceux qui ont suivi l'apprentissage de la peinture. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est que ces résultats se transfèrent. On observe aussi une meilleure discrimination dans la tâche langagière par rapport au groupe peinture. Peut-être avez-vous entendu parler aussi donc, du projet Demos. Le projet Demos, c'est un projet qui a été initié par la Philharmonie. Donc Demos, c'est dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. En fait, la Philhar a prêté des instruments et engagé les enfants des quartiers défavorisés à Bondy initialement, et puis ça s'est développé dans toute l'Île-de-France et dans d'autres villes maintenant, aussi en milieu rural. Enfin, en gros, l'idée, c'est voilà, rendre la musique accessible dans des milieux où les facteurs économiques ou l'éloignement géographique rendent les choses plus difficiles. Et donc, les enfants suivent des cours individuels par semaine et une pratique collective à l'orchestre. Et donc, dans le cadre de ce projet Demos, ma collègue Mireille Besson a été amenée à en tester les effets. Et donc même type de protocole, encore une fois, elle a mesuré en pré-test, donc avant l'entrée dans le programme Demos, sur 2 classes d'enfants dont des quartiers défavorisés, c'était à Marseille, un certain nombre d'habiletés que je vais vous présenter, et on remesurait ensuite ces habiletés après 2 ans à peu près de programme. Donc vous voyez c'est un peu la difficulté de ces études longitudinales, il y a pas mal de pertes. On avait 54 enfants au début, on en a plus de 35 à la fin, parce que les enfants changent de classe, il y a de l'absentéisme, quand on fait les tests, il y en a un qui est malade, etc. Enfin, c'est des études, on pourra en discuter, qui sont assez lourdes et coûteuses à mettre en place. En tout cas, les résultats, donc on les a testés. On a testé les enfants dans cette étude sur un certain nombre d'habiletés et de compétences cognitives en utilisant des tests neuropsy assez standards dans lesquels on mesurait par exemple l'attention visuelle. Vous voyez la première tâche, la première ligne en haut, il s'agissait de barrer le plus vite possible les dés qui étaient entourés de 2 barres, donc soit 2 barres au-dessus, soit 2 barres en dessous, soit une barre en dessous et une barre au-dessus, parmi donc, des distracteurs, des P, des D avec plusieurs barres, etc. Donc avec une pression temporelle, l'enfant devait essayer de faire ça le plus vite possible. Nous avons des tâches de mémoire, dans lesquelles, mémoire de travail, mémoire à court terme, dans lesquelles on demande par exemple à l'enfant on lui donne une liste de chiffres et puis j'augmente de plus en plus le nombre de chiffres qu'il doit rappeler et il répète juste derrière moi les chiffres. Donc dans un sens ou dans l'autre, je lui dis 2, 2, 8, 4, tu dois dire 4, 8, 2, etc. Donc voilà, les habiletés en mémoire de travail. Les matrices de Raven, donc dans lesquelles on mesure l'intelligence non verbale, donc c'est les petites ampoules que vous voyez là, les enfants devaient compléter la suite. On mesurait aussi des habiletés motrices, donc dans cette petite tâche où l'enfant devait le plus vite possible suivre le petit chemin de la moto sans sortir. Voilà, en tout cas, on a testé les enfants sur toutes ces compétences et les principaux résultats de cette étude montrent des effets principalement sur l'attention. Donc dans la tâche du D2R que je vous ai présenté au début, les enfants qui étaient bien en dessous de la norme pour leur classe d'âge retrouvent un niveau attentionnel normal, entre guillemets, on va dire, après la pratique musicale.
Donc ça, c'est assez intéressant comme résultat parce qu'on sait par ailleurs que l'attention, c'est très important dans les apprentissages. Par ailleurs, ce qui a été intéressant dans cette étude, c'est qu'on a montré que ce sont les enfants les plus en difficulté qui bénéficient le plus de ce type de programme. Et ça montre un petit peu l'intérêt social, on va dire, de cette pratique musicale, dans le sens où ça contrecarre ce qu'on appelle l'effet Mathieu. L'effet Mathieu, c'est un effet qui a été défini de la manière suivante. En fait, on a pu montrer que les enfants dits défavorisés, en difficulté au début de leur scolarité, vont avoir tendance au fil du temps et de leur scolarité à diminuer d'autant plus leur performance, alors que les enfants de milieux plus favorisés maintiennent à peu près leur niveau au cours de la scolarité, ce qui fait qu'en fait, au fur et à mesure de l'avancement dans la scolarité, les écarts se creusent entre les enfants plus favorisés par rapport à ceux qui le sont moins. Donc en tout cas, cette pratique musicale aurait peut-être vocation ou tendance à diminuer un petit peu les écarts entre ces deux milieux, ces deux populations. Par ailleurs, une autre recherche que j'ai menée qui s'intéresse à l'impact de cet apprentissage musical chez des enfants avec des troubles de l'apprentissage, notamment chez des enfants dyslexiques. Donc la dyslexie, c'est un trouble de l'automatisation de la lecture qu'on observe chez en moyenne 8 à 10% des enfants scolarisés. Et une des hypothèses explicatives de ce trouble, c'est que ces enfants auraient des difficultés phonologiques, donc des difficultés à percevoir, à discriminer les sons de la langue. Ils ont du mal à faire la différence entre un pas, et du coup ça va construire des mauvaises représentations, ce qui va engendrer par la suite des difficultés en lecture. Et donc encore une fois, l'hypothèse qu'on teste, c'est dans quelle mesure une pratique musicale va faire travailler leur sensibilité aux sons musicaux et de la langue, et ce qui pourrait dans une certaine mesure pallier à leur déficit. Et donc vous avez pu voir au début que je m'intéresse aussi donc, au fonctionnement du cerveau, et j'utilise notamment dans cette étude l'EEG, qui est une technique d'imagerie cérébrale qui permet d'enregistrer l'activité électrique du cerveau, puisque donc, vous devez savoir que le cerveau communique, les neurones communiquent en générant de l'électricité, qu'il est possible de recueillir sur le scalp, sur le crâne. Donc évidemment, c'est une intensité de très très faible amplitude. Vous n'allez pas vous prendre un coup de jus si vous touchez la tête du voisin, mais avec un certain nombre de techniques d'amplification du signal, de moyen-âge. C'est une technique qui est assez lourde, qui nécessite beaucoup d'essais, mais en tout cas, on arrive à recueillir l'activité électrique du cerveau qui va réagir à un certain nombre de traitements du langage, de la musique. On connaît maintenant un certain nombre de composantes, de réponses cérébrales du cerveau au traitement de différentes stimulations. Et donc voilà, typiquement dans ce genre d'études, on met ce petit bonnet de bain aux enfants qui sont très contents. Je rappelle que c'est une technique qui est non invasive, donc on n'envoie rien du tout au cerveau, on ne fait que recueillir l'activité qui est très sur le scalp. Et donc je vous passe, je ne rentre pas dans le détail de ces résultats, mais en tout cas, dans cette étude, on a montré qu'après 6 mois de pratique musicale chez ces enfants dyslexiques, on observe une amélioration dans le traitement des sons de la langue. Dans cette étude, c'était dans des conditions bruitées, justement, ce qui se reflète donc à la fois dans leur comportement, dans leurs réponses, et à la fois au niveau cérébral. Comme on peut le voir ici, il y a donc des composantes, des ondes cérébrales plus importantes lors du traitement des sons du langage chez ces enfants dyslexiques après un apprentissage musical. Et puis, je voulais terminer par vous toucher 2 mots donc d'un projet qui est en cours à Marseille, en collaboration avec Musica 13, qui est un centre national d'art vocal à Marseille, et qui en fait depuis 2 ans maintenant fait chanter les enfants des quartiers nord. Donc les quartiers nord, vous avez sans doute déjà entendu parler, pas toujours pour des très bonnes raisons. Ce sont des quartiers en effet assez sensibles à Marseille. Et du coup, cette association Musica 13 fait chanter les enfants d'une école de ce quartier tous les matins, à raison de 20 minutes tous les matins. Donc
Là, ils ont fait 3 classes. Le projet se développe, il y a d'autres classes maintenant à Marseille. Donc c'est intéressant parce qu'il y a vraiment une répétition. Dans les études que je vous avais présentées avant, généralement les interventions, c'est 1 fois ou 2 par semaine max. Là, il y a vraiment un effet répétition quotidienne, même si c'est sur un format un peu plus court, 20 minutes. Et donc l'intervenante vient tous les matins leur faire un travail de chant choral collectif. Pendant que, donc ils nous ont contactés pour qu'on mesure les effets sur le fonctionnement social cognitif des élèves. Et donc j'espère que c'est clair maintenant que du coup il faut qu'on compare cette pratique du chant choral avec une autre activité tout aussi motivante, stimulante. Et du coup on s'est branché avec une assoce à Marseille qui s'appelle La Marelle et qui est une assoce d'écrivains en résidence. Et donc tous les matins, dans 3 autres classes, il y a une écrivaine qui vient faire des ateliers avec les enfants d'imagination, de poésie, de créativité. Elle leur fait écrire des petits textes. Et l'idée, c'est que pour un projet un peu global, les petits textes écrits par les 3 classes du groupe écriture vont être ensuite mis en musique par un compositeur de musique à 13 pour être chantés, entre autres, par les enfants du groupe chant. Donc voilà, je vous propose de regarder cette petite vidéo qui a été faite par les collègues et qui présente un petit peu le projet. Alors, comme d'habitude, vous allez mettre vos bras le long du corps, vous fermez vos yeux, il ne va rien vous arriver, même si vous avez les yeux fermés, c'est doux. Et là, vous allez respirer tranquillement. Alors, je prends l'air avec la bouche et je souffle. À l'école Saint-Mitre, j'interviens tous les matins, enfin on va dire tous les jours, pour faire chanter les enfants. Alors évidemment, il y a un petit travail vocal, un petit travail corporel, puis on apprend des chansons dans le but de faire un spectacle bientôt, au mois de décembre. On fait des échauffements de détente pour bien se sentir tout son corps. Après, on apprend des musiques ou alors on les répète. Le chant, ça nous aide à se détendre, à oublier nos problèmes et surtout à s'amuser. Pas trop vite, hein. Quelque chose d'énorme, c'est qu'elle apporte du bien-être. On sent vraiment le changement auprès des élèves. Elle commence chaque séance par, on dirait, une séance presque de relaxation et d'échauffement de la voix. Et rien que par ce début de séance, les enfants s'apaisent, se calment, elle leur fait fermer les yeux. Et ça leur apporte énormément, on dirait presque de la sophrologie. Et ils intériorisent l'activité, ils rentrent en eux pour pouvoir accéder à cette période de chant. Les enfants sont quand même assez zappeurs d'activité. Et là, ils arrivent quand même à tenir 20 bonnes minutes, parfois plus, en étant vraiment concentrés sur ce qu'ils font. Et ça, moi, je suis assez épatée de ça. Le dispositif qui a été mis en place permet aux enfants de chanter et d'être dans cette atmosphère musicale tous les jours. Et voilà, et ça crée tout un univers particulier et un rapport à soi-même très particulier, un rapport à la musique, à la beauté, à ce qu'on fait ensemble, qui est magnifique à vivre. Bravo, super. Bon après-midi. Bon après-midi. Voilà. Bon après-midi. À lundi, les enfants. Le travail qui est fait jour après jour auprès des classes des CE1, de CM1 et de CM2 s'installe petit à petit dans une habitude, dans un rituel. Au fur et à mesure, je sens qu'ils sont là, qu'ils sont présents, qu'ils demandent à faire des choses, qui sont très volontaires.
à la fois la musique leur permet d'exister de manière individuelle et permet aussi au groupe d'exister. Et c'était aussi certainement une des demandes des institutrices de générer un groupe, une cohésion. Je me suis retrouvée. Et ça, je sens qu'il y a vraiment de grands progrès, de grandes évolutions qui sont fondamentales en fait pour la personnalité de chacun, pour faire grandir son humanité, faire grandir sa personnalité en fait, son individu, tout en considérant le groupe et en étant dans le groupe. Ils sont portés tous ensemble par un même projet. Et quand il y en a un qui s'égare, on dirait que l'ensemble du groupe le ramène au groupe. Donc c'est vraiment très intéressant pour ça. Quand en classe, par exemple, il y a des moments où les enfants sont fatigués et ils ont envie de zapper sur une autre activité, souvent on fait une pause et on rappelle un petit morceau de la chanson d'Anne. Et ça leur fait du bien. Donc ça veut dire que le bienfait, c'est pas un instant T par rapport au moment de la chorale. C'est tout au long de la journée. On peut ramener le groupe entier à un moment vécu de détente ou de plaisir ou de joie. Et ça permet de continuer et de passer à autre chose après. Du coup, c'est cool. Ça nous a... Grâce au chant, on est unis. Ceux qui étaient mis de côté dans la classe, ils sont plus du tout mis de côté, même si il y avait une personne qui était mise de côté, parce qu'elle se sentait seule. Elle voulait pas jouer au même jeu que nous. Et du coup, depuis le jour où on a commencé le chant avec Anne, elle joue avec nous. Je sais pas, ça l'a rendue plus joyeuse. Je vois au jour le jour les enfants évoluer. Certains grands garçons qui étaient pas très, qui n'avaient pas forcément très envie de chanter dès le départ. Je les sens qui sont là, qui sont présents complètement et qui sont très volontaires pour faire les choses et qui ont énormément changé dans leur comportement. Ils ont envie d'y aller, ils ont envie de faire, ils ont envie de bien faire, ils font bien, donc ils sont en réussite. Et encore une fois, c'est pas toujours les élèves qui sont en réussite en classe. Voilà, donc sur cette approche-là, oui, c'est bon pour eux, parce que ça les valorise. Parce que c'est vrai qu'au départ, au début de l'expérience, la voix, ils avaient du mal à poser leur voix, à reproduire les sons. Et là maintenant, ça devient naturel. Donc là-dessus, il y a eu un gros travail de fait. Ceux qui ont des problèmes d'habitude de mémorisation, exactement, arrivent plus facilement à mémoriser grâce aux chansons. Donc là, je lui avais donné des exemples concrets. J'ai un élève qui n'arrive pas à faire de par cœur, qui n'arrive pas à mémoriser d'habitude. Et là, c'est le premier, quand elle demande qui peut me dire cette chanson commence par quoi, quel est le couplet, premier couplet, deuxième couplet, troisième couplet de telle ou telle chanson. C'est lui, souvent, qui répond. Donc, alors que d'habitude, en mémorisation, il a beaucoup de mal. Donc voilà, là-dessus, ça apporte à certains élèves, plus qu'à d'autres peut-être, une nouvelle peut-être façon d'apprendre. Au niveau de la mémorisation, on se rend compte que des élèves qui, soi-disant, étaient en difficulté sur la mémorisation, se retrouvent en réussite. Donc je pense que dans ce modèle, il y a vraiment quelque chose à aller chercher profondément et à réinvestir même sur les autres disciplines. Alors après, ça, il faut l'étudier sérieusement pour en tirer un bénéfice sur toute la journée. Aujourd'hui c'est samedi, il est 5 avec nous. Je ne sais pas pourquoi, papa m'a dit. Le temps passant, le projet s'installant, les enfants sont beaucoup plus à l'aise avec le projet et il y a effectivement des révélations auprès des enfants. Je pense qu'aujourd'hui, dans ma classe, si on leur demande s'ils veulent continuer le projet, 100% vous répondront oui. Après, il y a certains élèves où effectivement on se rend compte qu'ils ont une flamme, une lumière supplémentaire et on se dit que pour eux, ça serait bien peut-être d'interpeller par exemple les parents pour mener un projet même en dehors de l'école.
autour du chant parce que à certains ça leur réussit vraiment très bien. Il a perdu la maison, nous ne savons où aller. Il a perdu la maison et il veut nous dévorer. J'ai un petit garçon dans la classe qui m'avait été indiqué comme un enfant extrêmement timide, qui ne prend jamais la parole, qui rougit quand on l'interroge, qui à la limite va même se mettre à pleurer. Et donc ce soir, je le vois dire un texte devant tout le monde et devant donc du coup les parents. Et, il connaît son texte par cœur et il n'a aucune gêne. Je suis assez impressionnée de voir l'évolution de cet enfant. Si le loup voudrait manger, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Ok. Donc voilà, donc c'est un projet qui est en cours dans lequel on a donc commencé à tester les enfants sur donc toutes les habiletés que je vous ai présentées tout à l'heure. Mémoire, attention, des habiletés cognitives plus générales, mémoire, attention, concentration, etc. Des habiletés langagières. Un petit peu aussi, je suis moins spécialiste de ces questions-là, mais on aimerait bien regarder un petit peu, ça a été pas mal évoqué dans cette vidéo, les aspects un peu coopération, sociaux, entraide. Donc voilà, on réfléchit un petit peu à ces questions-là. Typiquement, enfin voilà, toutes les enseignantes nous l'ont fait remonter, où elles nous disent par exemple que c'est la première fois que les filles jouent au foot avec les garçons dans la cour, ce qui a priori était assez improbable jusqu'à présent. Enfin, en tout cas, en termes de... Voilà, il se joue des choses aussi en termes de cohésion de groupe et d'entraide ou autre chose de comportement prosociaux, on va dire, de ce type-là, voilà, sur lesquels je suis moins spécialiste, mais qu'on aimerait bien aussi mesurer. Donc voilà, au plaisir de vous présenter les résultats incessamment sous peu. Quelques mots de conclusion avant de passer la parole à Jérémy. Donc on a vu que la pratique de la musique et ou du chant engendrait un certain nombre de bénéfices sur le langage oral, écrit, la perception de la parole, la segmentation, chez des enfants typiques ou atteints de troubles du langage comme la dyslexie. Vous devez savoir par ailleurs que la maîtrise du langage est un des objectifs majeurs de l'école puisque ça conditionne très largement beaucoup d'apprentissage et qu'un certain nombre d'enquêtes montrent qu'on observe des grosses difficultés chez des enfants encore à l'entrée au CP et qu'on retrouve en fin de primaire. Et donc, est-ce que cet apprentissage musical et ou du chant pourrait être une approche un peu détournée pour faciliter l'acquisition des compétences langagières ? Cependant, c'est quand même pas tout à fait de la magie. Dans les études que je vous ai présentées, l'apprentissage de la musique est fait par des professionnels. C'est quelque chose qui est assez long, qui nécessite un entraînement, des instruments, etc. Et en tout cas, les effets de transfert qu'on a observés, c'est dans le cadre d'entraînements assez massifs, réguliers par des professionnels. Et du coup, on ne sait pas encore bien quelle serait la durée minimale d'intervention pour que ça marche. Quelle est la durée de ces bénéfices ? Je vous ai dit tout à l'heure que ces études longitudinales sont assez coûteuses à mettre en place. Idéalement, ça serait bien de pouvoir suivre ces enfants sur de nombreuses années pour voir jusqu'à quand les bénéfices de cette pratique musicale se maintiennent. Là, on n'a pas tellement de réponse non plus. Et du coup, la question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas, on a commencé à réfléchir un peu à ça avec des autres collègues à Marseille, de sensibiliser un petit peu plus les enseignants à ce type de résultats et les inciter dans leur formation, dans leur quotidien, à mettre en place davantage de pratiques musicales ou du chant
On peut en discuter aussi, la pratique musicale est peut-être plus compliquée, le projet d'Emos, enfin voilà, c'est parce que ça nécessite de l'argent, des instruments, etc. Le chant est beaucoup plus facile à mettre en place, l'instrument c'est le corps, c'est la voix. Après, en discutant avec les enseignants, il y en a pas mal qui ont en dehors des maternelles où on fait comptines, etc. Généralement, ça s'arrête un peu là. En primaire, il y a beaucoup moins de pratique du chant ou de la musique parce que les enseignants ne sont pas forcément formés, parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas professionnels, qu'ils ne savent pas chanter, etc. Et voilà, dans quelle mesure on ne pourrait pas les sensibiliser. Il y a tout un tas de manières de faire du chant ou de la musique, d'ailleurs des percussions ou travailler le rythme sans être forcément musicien professionnel. Donc en tout cas, voilà, c'est question ouverte, dans quelle mesure on ne pourrait pas inciter un petit peu plus les enseignants à ce type de pratique. Voilà. À vous, Jérémy, Dana. Apprendre à écrire aujourd'hui en France, eh bien évidemment, c'est d'abord à apprendre le mouvement correct pour former les lettres. Ça s'apprend dès la maternelle où on apprend les prémices de l'écriture avec les fameuses boucles à l'endroit, à l'envers, les ponts, etc. Pour ensuite apprendre à former les lettres, à les lier entre elles, pour dans un second temps, ensuite apprendre à écrire les mots et à écrire des phrases en entier. Et évidemment, ce qu'il y a à retenir dans le domaine de l'écriture, c'est qu'il y a une relation entre, évidemment, cette composante graphomotrice, cette maîtrise du geste de l'écriture et la qualité des productions de textes faits par les enfants. Pourquoi ? Parce que quand on ne maîtrise pas bien son geste d'écriture, on va allouer beaucoup de ressources attentionnelles dans ce contrôle moteur de l'écriture, et bien ça va être au détriment des ressources attentionnelles qui vont être allouées au contenu même de l'écriture. Donc là, l'idée, c'est de travailler vraiment sur cette composante motrice de l'écriture et on peut imaginer tous les bienfaits potentiels de la musique de fond pour aider notamment à la rééducation motrice. De manière générale, il y a énormément de travaux dans la littérature qui montrent les bienfaits de l'utilisation de la musique pour bouger, pour aider à mieux contrôler son geste, à mieux l'apprendre ou à mieux le rééduquer. Et dans ce cadre-là, pourquoi la musique marche ? Parce que la musique, d'abord, elle a une composante rythmique qui est assez forte et qui a été décrite comme une entrée de service pour agir directement sur le système moteur sans avoir forcément une conscience, un travail à effectuer conscience sur ce travail-là. Quand il y a une musique de fond qui est assez fort et qui a un rythme assez prégnant, on a tendance à bouger sa tête, le pied ou à se mettre en phase avec ce rythme musical. Et si on ne veut pas bouger, on doit même inhiber cette réponse motrice. Donc on voit tous les bienfaits potentiels, en tout cas la communication étroite qu'il y a entre système auditif et système moteur. Je vais en parler juste brièvement après. Mais en tout cas, c'est très utilisé dans le domaine de la rééducation motrice. Donc ça peut aider à rééduquer le mouvement. Mais la musique, ce n'est pas seulement un rythme, c'est aussi une mélodie. Et on sait que la composante rythmique et mélodique ont aussi des valences émotionnelles qui peuvent, parce que la musique peut être surprenante, joyeuse, triste, étonnante, ça peut optimiser aussi des protocoles de rééducation, que ce soit des rééducations motrices de manière générale, mais notamment dans des protocoles de rééducation de l'écriture, où les enfants qui ont ce qu'on appelle des dysgraphies développementales, donc des troubles spécifiques de l'écriture, ils ont un rapport conflictuel avec cette activité-là. Donc la musique peut justement les faire sortir de ce cadre assez formel de l'apprentissage de l'écriture. Alors dans ce cadre-là, on a effectué une petite étude de cas qui est intéressante parce qu'on peut aussi justifier scientifiquement en effectuant quand même des statistiques appropriées des études de cas pour justement voir l'effet potentiellement bénéfique de la musique de fond au cours d'un protocole de rééducation de l'écriture auprès d'un enfant en grande difficulté. Ça a été le premier travail de Lauriane Véron-Delors qui est tout juste docteur depuis quelques mois. Et donc on s'est intéressé à cette étude de cas d'un enfant en grande difficulté d'écriture qui était vraiment en début d'apprentissage dans un cadre de protocole de rééducation basé sur 12 séances de rééducation avec, comme l'a indiqué Aline tout à l'heure, un pré-test en début de protocole, un post-test en fin de protocole pour voir l'effet global du protocole, mais également un pré-test et un post-test en début et en fin de chaque séance de rééducation. Et en fait, on a construit des paires de séances, 6 paires de séances, il y avait 12 séances en tout, donc 6 paires de séances qui étaient exactement identiques, à l'exception qu'une séance sur 2, il y avait la présence de la musique de fond pendant la rééducation, donc pendant la phase d'entraînement. Et après l'entraînement, il y avait le pré-test et le post-test sans la musique pour voir s'il y avait un effet de cet entraînement avec la musique auprès de cet enfant-là au fur et à mesure des séances. Et donc avec des statistiques appropriées d'études de cas, on a pu voir des effets, certes modestes, de la musique, mais quand même qui étaient là, qui étaient significatifs
d'un point de vue statistique. Et donc à partir de là, on a eu des résultats assez encourageants. Et avec Aline, on a co-encadré par la suite un travail directement dans les classes, dans les écoles, qui malheureusement, à cause du contexte sanitaire, n'a pas pu aboutir pour l'instant, mais on va remener cette étude prochainement, dans laquelle on essaye de comprendre qu'est-ce qui, dans la musique, marche le mieux pour rééduquer ou pour aider à mieux contrôler cette écriture. Et notamment, on s'intéresse à cette composante mélodique versus rythmique de la musique. Et donc, on peut, à travers la même musique de fond, modifier ou accentuer, plus exactement, cette composante mélodique versus rythmique. Et c'est exactement ce qu'on a testé dans ce protocole-là. Je vais vous faire écouter quelques exemples. Donc là, c'est une musique dans laquelle on a accentué plutôt la composante mélodique. Et maintenant, la même musique dans laquelle ce n'est plus la mélodie qui est accentuée, mais c'est vraiment le rythme de la musique qui est accentué. Donc du coup, on est sur la même musique, mais avec vraiment une accentuation des deux composantes principales de cette musique-là, pour voir quel effet ça peut avoir sur l'écriture des enfants. Donc on va voir directement l'effet direct de la musique. Donc ils font des tâches d'écriture avec cette musique plutôt mélodieuse, musique plutôt rythmique versus silence, pour voir comment se modifie ce geste d'écriture. Donc là aussi, c'est une étude où on viendra vous représenter les résultats quand on les aura. Et donc là, l'idée ensuite, c'est de savoir comment on peut optimiser, améliorer cette utilisation de la musique, ce fond musical, parce qu'elle est quand même assez dissociée de l'apprentissage. Il y a la musique de fond qui ne dépend pas de l'activité de l'écriture de l'enfant. Or, il y a de nombreux travaux qui montrent qu'effectivement, quand il y a une relation directe, quand on fait nous-mêmes de la musique, Aline vous en a parlé sur les fonctions langagières, mais moi je m'intéresse vraiment à la composante plutôt motrice. Quand on produit de la musique ou quand on perçoit de la musique qu'on a pratiquée en tant que musicien, évidemment il y a une relation très étroite, il y a des interactions entre système moteur et système auditif qui se mettent en place et qui ont été très bien reviewées par Zatorre dans cette revue de littérature, dans laquelle il rapporte toute une série d'études qui sont très intéressantes, qui sont menées à la fois chez des musiciens experts, mais également chez des novices. Et dans cette première étude à gauche, vous pouvez voir donc chez des personnes qui ne sont pas musiciens, des personnes novices en musique, dans laquelle ils ont simplement entraîné à pratiquer une petite mélodie au piano. Et ensuite, ils mettent ces mêmes personnes en IRM fonctionnel pour aller voir l'activité du cortex auditif et du cortex moteur, du système moteur en général, avec les aires prémotrices, etc. Et qu'est-ce qu'il montre ? Il montre que chez les personnes qui ont été entraînées à une mélodie, quand ils réentendent cette mélodie qu'ils viennent juste de pratiquer eux-mêmes, il y a certes une activation dans le système auditif, c'est normal, ils entendent la musique, mais il y a aussi une activation plus forte dans le système moteur, au niveau du cortex moteur, comme s'ils rejouaient la musique qu'ils avaient apprise. Par contre, cette activation dans le système moteur, elle est moins forte lorsqu'ils entendent une mélodie qu'ils n'ont pas pratiquée, sur laquelle ils n'ont pas été entraînés. C'est exactement ce que vous voyez sur le graphique de gauche. Et de la même manière, chez les experts, musiciens experts, quand ils entendent de la musique au piano, chez les pianistes experts, ou tout à l'heure, quand Aline vous a présenté cette magnifique harpiste qui joue de la harpe, on peut imaginer que dans le cortex moteur d'Aline, qui est elle-même harpiste, il y avait une plus forte activation de son système moteur, parce qu'il y a toute la théorie de la simulation qui fait qu'il va y avoir ce jeu de simulation moteur impliqué lorsqu'on est expert. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que vous prenez ces mêmes pianistes experts, vous les mettez face à un synthétiseur dans lequel vous coupez le son, il n'y a pas le retour sonore, ils jouent en silence, pour autant, il y aura certes une activation du système moteur parce qu'ils pratiquent, mais il y aura aussi une activation du système auditif, comme s'ils se rejouent la musique dans la tête. Donc on voit vraiment ce lien étroit, cette relation très intime qu'il y a entre système moteur et système auditif qui se met en place. Et donc dans ce sens-là, on essaye de créer cette association dans le domaine de la musique qui fait que, plutôt que d'avoir une musique de fond qui est dissociée de la pratique d'écriture, on va essayer de créer une activité un peu particulière qu'on appelle la sonification musicale, qui est d'utiliser carrément le stylo, alors non pas forcément comme un instrument de musique qui va créer la musique, mais comme baguette de chef d'orchestre, qui fait que quand le stylo va commencer à écrire, la musique va démarrer, et puis en fonction de la qualité du mouvement de l'écriture, si le stylo se déplace à une belle vitesse, une vitesse qu'on considère comme correcte, qui s'adapte évidemment et qui s'individualise en fonction de l'enfant, alors à ce moment-là, la musique est correcte, et donc elle a son propre rythme qui va pouvoir aider à mieux contrôler son geste. Et par contre, si le mouvement de stylo est trop lent ou trop rapide, alors la musique va se déformer pour servir à ce moment-là de feedback, c'est-à-dire de retour d'information sonore en temps réel pour indiquer si le geste est correct ou s'il ne l'est pas.
Donc juste pour finir. Et donc on s'intéresse actuellement à ces effets potentiellement bénéfiques de cette méthode de sonification musicale. Alors non seulement chez des enfants qui sont en difficulté d'écriture, mais aussi chez des adultes qui peuvent être en difficulté d'écriture. Mais évidemment, pour effectuer ce genre de technique de sonification musicale, on utilise des nouvelles technologies. Et ça me permet de faire le lien avec la prochaine ou l'une des prochaines conférences dans laquelle je serai invité sur l'écriture manuscrite à l'ère du numérique.